Cette vidéo a été sponsorisée par vous. Si vous aussi vous avez l'envie et les moyens de m'aider dans la création de ce programme, des pages de financement participatif se trouvent en description de la vidéo. Le bisou. Camarades, bonjour. La dernière fois, on s'était laissé sur un petit prologue et slash un petit recap des dernières aventures de Robert Guiscard, afin de vous présenter notre nouveau personnage principal, Marc de Hauteville, que vous connaissez mieux sous le doux nom de Bohémond. Et Bohémond était plutôt mal en point. Il était complètement malade à l'article de la mort laissé à Salerne pour se guérir, pendant que son père, lui, venait de passer l'arme à gauche pendant la campagne des Balkans, et que sa belle-mère, Sikelgate de Salerne, était en train de conspirer pour mettre son propre fils, demi-frère de Bohémond, Roger Borsa, sur le trône ducal, à la place du premier Hauteville. Bohémond était alors en mauvaise position. En plus de ça, en 1085, quand il va apprendre la nouvelle du décès de son papounet, son demi-frère et sa belle-mère vont lui annoncer que non seulement il n'aura pas le trône ducal, et qu'en plus de ça, la campagne des Balkans s'est terminée. Bohémond n'aura pas de duché, pas de terre promise, simplement ses yeux pour pleurer, et le fait d'être assez content pour qu'on le laisse en vie. Alors forcément, ça peut pas durer cette histoire. À la mort de Robert, Bohémond est alors en mauvaise position. En plus de ça, Roger Borsa est arrivé, grâce à sa mère, à se faire reconnaître comme le duc légitime par les troupes sur place. Et l'armée, quant à elle, quand on apprend que la campagne des Balkans est terminée, et qu'il faut rentrer à la maison, se split en deux camps. Pas des pro-Bohémond et des pro-Roger Borsa, loin de là, mais plutôt ceux qui veulent continuer et ceux qui veulent rentrer à la maison. Ceux qui veulent rentrer retournent auprès de Roger Borsa, et ceux qui veulent continuer, passent à l'ennemi d'hier, deviennent mercenaires byzantins, comme il est assez de coutume chez les Normands, pour souligner Jean Fleury. Sikelgate, quant à elle, va prendre en charge le fait d'organiser le retour de la dépouille ducale. Elle va réussir à réunir une petite escadre, en réunissant quelques navires qui n'ont pas été piqués par les nouveaux mercenaires byzantins, et pendant ce temps, la dépouille du duc, elle, commence à pas être très fraîche. En plus de ça, on est en plein été 1085, je vous laisse imaginer la situation, le bateau du duc est touché par une tempête. La dépouille tombe à l'eau, et l'humidité slash le cadavre, ça peut pas bien durer longtemps, cette histoire. À peine arrivé à Haute-Rente, Sikelgate fait alors déposer les viscères du duc sur place, histoire de créer une sorte de petit mémorial, et le corps, lui, qui pourra tanker quelques jours de plus, est envoyé à Venosa, pour reposer aux côtés de ses frères, les fondateurs du duché, et faisant de Venosa maintenant le lieu de sépulture officiel des Hauteville. Pendant ce temps, Roger, lui, commence à flipper. Faut dire que même s'il est reconnu comme duc par les troupes des Balkans pendant la campagne, Bohémond est tout seul en Italie. Et Roger le sait, il a le nez creux, si Bohémond est tout seul là-bas, il va pouvoir commencer à réunir quelques soutiens, voire même renverser Roger Borsa. Faut dire que son demi-frère est un poil plus charismatique, plus expérimenté en termes martiaux, et aussi un poil plus populaire parmi les Normands. Il y a bien quelques barons qui pourraient soutenir Bohémond, mais ce qui fait peur à Roger Borsa, c'est plutôt un autre grand du duché qui pourrait soutenir son demi-frère. Roger Ier de Sicile. Roger Ier est en effet le troisième personnage fort de la région, voire même on pourrait parler du premier, puisque ce dernier a un territoire immense. Bien que vassal théorique du duc de Pouille et de Calabre, Roger gouverne la moitié de la Calabre et toute la Sicile. Il a donc un domaine à peu près équivalent à celui du duc, et en plus de ça, il a pour lui celui d'être le frère de Robert Guiscard. C'est un membre originel de la fratrie qui a fondé le duché des Pouilles, et de nombreux Normands pourrait rejoindre plutôt Roger Ier plutôt que Roger Borsa ou Bohémond. Celui qui arrive à voir Roger Ier dans la poche sera donc le duc d'Apulie et de Calabre à coup sûr. Et des deux frangins, c'est Roger Borsa qui arrive à avoir le soutien de Roger Ier de Sicile, parce que ce dernier a un argument de poids par rapport à Bohémond. Il va lui céder le contrôle de toutes les cités de Calabre que Roger Ier détenait conjointement avec Robert Guiscard. Je vous renvoie à une précédente vidéo où on avait vu que Robert aurait eu du mal à conquérir la Calabre et toute la Sicile sans l'aide de son petit frère. Sauf que Robert ne voulait pas filer évidemment toute la Calabre et la Sicile aux frangins sans rien en échange. Ils avaient alors détenu conjointement toutes les cités de Calabre, et comme ça la région était une sorte de zone tampon pour les deux frères. Maintenant, Roger Ier va alors diriger toute la Sicile et la Calabre, et ça va vraiment être un des hommes des plus puissants du duché de Sicile. Toujours est-il que pour les Normands, finalement, cet accord n'avait pas vraiment lieu d'être. Roger Borsa a certes assuré le coup, il va être couronné duc en septembre 1085, grâce à son oncle, mais pour le coup, Roger avait déjà promis à Robert
d'aider Roger Borsa contre Bohémond en cas de conflit. Roger Ier devait soutenir la succession de Roger Borsa comme duc des Pouilles, et non celle de Bohémond. Faut dire que Robert avait le nez creux sur la question. Il aimait bien son petit Bohémond, il voulait lui filer des terres au niveau des Balkans, mais comme il avait promis que Roger Borsa devait être duc de Pouille, il devait assurer le coup. Et en cas de conflit, ce qui risquait d'éclater si Bohémond n'avait pas de terre, il doutait bien que Bohémond, qui était plus charismatique et plus expérimenté, il allait le bouffer tout cru, la bourse molle. Bourse molle. Bourse molle. Comment ? Oui, j'avoue, j'ai peut-être fait un peu exprès pour caler pile cet extrait, mais depuis le début, je vous parle de Roger Borsa, sans vous dire ce que ça veut dire. Alors, il y en a peut-être certains qui ont fait de les linguistiques et qui ont compris les tenants et les aboutissants de tout ça, mais en fait, c'est un surnom qui lui a été filé par ses contemporains. Faut dire que si Robert avait l'habitude de dilapider des sommes folles un peu partout pour acheter la paix et histoire d'être à peu près tranquille, Roger Borsa était plutôt avare sur la question. Et du coup, ses contemporains l'ont affaibli d'un surnom plutôt sympathique. Roger la Bourse. Oui, j'ai un humour très très fin. Je me marre de tout, j'ai des goûts simples. C'est fini, oui. Bref, pour Bohémond, la situation est alors compliquée. Et il le sait, sans l'appui de Roger Ier de Sicile, ça va être compliqué. Même s'il a quelques barons avec lui, il va lui falloir du soutien autrement plus important. Et pour ça, il a pas 36 solutions. Le seul pouvoir normand qui existe dans la région, et qui serait d'accord à mettre une douille aux Hautes-Villes, c'est les Normands de Capoue. Bohémond quitte alors sa chambre d'hôpital de Salerne, part pour Capoue rejoindre le prince Jourdain, et là-bas, il va commencer à réunir ses proches. Sans qu'on ait véritablement de confirmation, il y a de grandes chances que là-bas il ait été rejoint par sa mère, Aubrey de Bonabalgo, qui a été encore assez importante chez les Normands. Plusieurs barons pourraient la soutenir, et en plus de ça, certains Normands n'ont pas beaucoup apprécié que Robert répudie une Normande pour épouser une Lombarde. Du coup, ça apporte à Bohémond une sorte de petit pouvoir politique, et le soutien de quelques barons, sans qu'on sache trop les noms. Par contre, un nom qui revient assez souvent dans la campagne de Bohémond contre Roger Borsa, ça va être un certain Hugues de Clermont, qu'on trouve souvent dans les sources comme étant Hugues le Borgne, et que Jean Fleury rapproche comme étant Hugues de Chiaromonte, en Calabre actuelle. Bohémond doit alors attendre le bon moment pour frapper, et le bon moment, c'est évidemment quand Roger Ier ne sera pas là pour lever une armée. Roger est alors rappelé en Sicile, courant fin 1085, début 1086 pour des affaires urgentes, et la troupe de Bohémond se met alors en marche. On s'empare comme ça sans difficulté d'Oria, d'Otrante, puis de ce qui va devenir la nouvelle capitale de Bohémond, Tarente. Bohémond continue alors de mettre la pression à son demi-frère, il ravage la région, et Roger Borsa est alors contraint d'accepter l'inacceptable. Bohémond peut le vaincre. Il consent alors à lui céder quelques terres si Bohémond accepte de se vassaliser. Bohémond, dans un premier temps, se dit que c'est plutôt le bon plan. Bohémond se vassalise alors à Roger Borsa, et Roger va lui filer, en plus des 3 cités déjà conquises, les régions de Gallipoli, mais aussi toutes les cités du sud des Pouilles, à savoir Montepiloso, Polignano, Monopoli, Brindisi, Lecce, Nardo, Castellana, Casaboli et Cisnano, qui, au passage, devait appartenir plutôt à Geoffroy de Conversano, le cousin de Bohémond et de Roger Borsa, et non au duc lui-même. Une manière de négocier qui n'est pas sans rappeler le paternel. Où est-ce qu'il a appris à négocier ? On se le demande. Bohémond, qui était alors un chevalier sans terre et sans avenir, pour paraphraser encore une fois Jean Fleury, devient, vers mars 1086, un seigneur important du duché des Pouilles. C'est le 3e homme fort, après son oncle, qui lui contrôle à peu près la moitié du duché. Faut dire que Bohémond va contrôler une région stratégique et va devoir bien s'entendre avec Roger Borsa s'il veut continuer à régner. Les deux demi-frères semblent alors s'entendre pour quelque temps, puisque la plupart des chartes vont être signées des deux noms. Roger Borsa est le duc officiel, mais Bohémond a son mot à dire. Dans la plupart des papiers, souvent concernant des donations à des monastères, on verra alors les deux frères signer conjointement. Roger Borsa en tant que duc de Pouille, mais également Bohémond en qualité de fils de Robert Guiscard. Toujours est-il que ce co-règne va durer à peu près 1 an, comme ça, jusqu'à octobre 1087 si on en croit les chartes. Bohémond arrive à même faire des donations en son nom propre, mais toujours en qualité de fils de Robert Guiscard, jamais en tant que dux. Toujours est-il qu'à partir d'octobre 1087 par là, Bohémond semble reprendre le conflit contre son demi-frère avec l'aide de son bon ami Hugues le Borgne. Les deux hommes ont dans le viseur la Calabre, et en premier lieu la cité de Cosenza.
Devant la cité, Bohémond, avec son armée, n'aura même pas à combattre. À peine le Normand devant les murs, la cité va se rendre au jeune Normand. Non pas à cause de son charisme, mais plus en fait parce que Bohémond les a menacés de raser la cité et les gens avec s'ils se rendaient pas. Roger Borsat est alors assez démuni et appelle à l'aide évidemment son tonton, c'était les termes de l'accord. Roger Borsat et Roger Tissil vont entamer une campagne contre Bohémond, et vous me voyez venir, ça va être compliqué de pas confondre les deux Rogers. Les deux Rogers qui n'ont aucun rapport avec Roger II, au passage, bien que Roger Ier soit le père de Roger II. Roger Ier de Sicile, puisque Roger Ier d'Apulie, lui, c'est Roger Borsat, la bourse molle. Vous me suivez? Il est toujours comme ça? Absolument pas. C'est son côté agaçant, il faut qu'il parle. En vérité, c'est intimide. Les deux Rogers tentent alors d'en finir pour de bon et assez rapidement avec Bohémond, en le capturant. Pour ça, ils essayent alors de le piéger. Ils capturent la cité de Rossano, qui était une cité en soutien de Bohémond, puis celle de Maïda, afin de piéger Bohémond à Cosenza. Sauf que Bohémond, c'est pas la moitié d'un con, il est plutôt malin. Il avait compris le plan et a confié la ville à son vieil ami le borgne, Hugues de Clermont, pendant que lui était parti pour Rocafaluca. Les deux Rogers, comprenant alors que Bohémond leur a échappé, demandent un entretien avec ce dernier pour négocier un traité de paix. Sauf que le rebelle normand, craignant une trahison ou encore une fois une capture, préfère plutôt partir en direction de Tarente, se réfugier, où il va les attendre fermement s'ils veulent venir le chercher. Pour la suite, malheureusement, je dois bien vous le dire, j'ai pas trouvé beaucoup d'infos. Je sais juste, et ça grâce à Jean Fleury, qu'aux alentours de l'été 1089, le conflit s'arrête, sans qu'on sache trop pourquoi. Il semblerait que Roger Borsat ait accepté de céder à Bohémond les deux cités de Calabre qu'il contrôlait, à savoir Cosenza et Maïda. Le conflit s'arrête aux alentours d'août 1089, et une période de paix semble arriver au sein du duché des Pouilles. Les deux hommes tentent alors à gérer leur domaine à peu près convenablement, si on en croit toujours les chartes de donation, jusqu'aux alentours de la deuxième moitié de 1089, où il semblerait qu'à l'initiative de Bohémond, un accord entre Roger Borsat et son demi-frère ait été trouvé. Un accord d'échange de cités assez singulier et assez intéressant pour les deux Normands. Qu'est-ce que vous proposez, capitaine? Qu'est-ce que vous accepteriez, capitaine? En effet, on l'avait vu indirectement dans la série sur Robert, mais si les Normands arrivent à contrôler une région aussi grande et en si peu de temps, c'est qu'ils arrivent à avoir des négociations avec les locaux. L'Italie est une myriade de population, à cette époque, personne ne peut piffer personne, et les Normands sont un nouveau pouvoir en place. Afin d'assurer leur pouvoir, leur légitimité, et surtout le contrôle de la région, ces derniers négocient constamment avec les locaux et les cités qu'ils viennent de capturer. Ainsi, il était souvent de coutume, par exemple, pour les Normands, de quand ils capturaient une cité, ils avaient l'interdiction de la part de ces populations locales, quand elles étaient non chrétiennes, de les persécuter pour leur culte, notamment en Sicile au niveau des musulmans, on l'avait vu avec Palerme, mais pour le reste de l'Italie en général, par exemple de construire des fortifications, des forts ou des citadelles à l'intérieur de la cité. Ainsi, les Byzantins, les Italiens, les Lombards, les Siciliens, les musulmans, les Arabes, j'en passe et d'autres, qui étaient maintenant sous la suzeraineté normande, qui avaient accepté de céder les clés de la cité pour éviter un conflit, avaient toujours un moyen de pression sur le nouveau suzerain. La cité était certes normande, ils payaient l'impôt au niveau de leur seigneur, mais si ces derniers s'agissaient mal, ils pouvaient les foutre dehors quand ils voulaient, parce qu'il n'y avait aucune fortification et presque aucune armée à l'intérieur de la ville. Un moyen de négocier assez vénère pour les locaux. Or, c'est justement là où Bohémond veut en venir. Il se trouve que pour s'assurer le contrôle de Cosenza, on l'a vu, ils avaient menacé de tout raser, en échange de quoi il avait pu récupérer la cité sans combattre. Mais sauf qu'à Cosenza, il pouvait contrôler la cité s'il ne construisait aucune citadelle à l'intérieur de la ville. Et il se trouve que Roger Borsat, pour s'assurer le contrôle d'une des villes importantes des Pouilles, avait dû passer le même accord avec Bari. Bohémond propose alors à Roger Borsat d'échanger Cosenza et Bari de leurs contrôles respectifs. Ainsi, les deux hommes pourront construire châteaux et fortifications dans leur nouvelle ville, puisque techniquement Bohémond n'a rien promis à Bari, et Roger Borsat n'avait rien promis à Cosenza. Le code est plus une sorte de guide général qu'un véritable règlement. Bienvenue à bord du Black Pearl, mademoiselle Turner. Alors oui, sur le papier, Bohémond semble être le grand gagnant de cet échange, et c'est véritablement le cas. Car avec le contrôle de Bari, il a le contrôle quasi total sur la Pouille et la côte adriatique, d'Otrante à Bari.
Le symbole est aussi fort. Barry, c'est probablement, après Melfi, la cité la plus signifiante pour les Normands. C'est aussi la cité la plus riche, la plus peuplée, et également une sorte de capitale officieuse, depuis la prise par Robert Guiscard. C'était la capitale de l'Italie byzantine, un centre de pouvoir important, et c'est maintenant la possession de Bohémond. Roger est alors le perdant de cet accord, et en plus de ça, il va perdre petit à petit de plus en plus d'influence sur la scène internationale. Faut dire qu'on va faire un tout petit retour en arrière, mais en mai 1085, quand le pape meurt, Clément VII, le pape dont Robert Guiscard avait sauvé les Miches à Rome, et que l'antipape Clément III a été chassé de la ville par la population romaine, eh ben, les Normands, qui sont censés être les protecteurs de la papauté, n'étaient pas là. Robert était en Albanie, Roger et Bohémond étaient occupés dans la campagne ou alors malades, on sait pas trop. Toujours est-il que du coup l'antipape n'est pas là, le pape est mort, la curie doit élire un nouveau pape, et du coup, eh ben, les protecteurs sont pas là, ils se sont alors tournés vers un autre pouvoir normand afin d'assurer la protection. Un pouvoir qui est un poil plus proche de Rome, les Normands de Capoue. Les Drengo en profitent alors pour mettre un de leurs favoris sur le trône pontifical. La curie cherche alors un nouveau pape, et les Normands de Capoue vont appuyer la candidature de Didier de Montcassin, qui va se faire élire pape en tant que Victor III, avec l'aide des Normands, d'après Bernold de Constance, si vous voyez ce que je veux dire. Mon Dieu, mon Dieu. Vous commencez à m'énerver, vous, avec vos mon Dieu, mon Dieu. Je sais que vous désapprouvez ces méthodes. Au point nous en sommes. Mais ce sont des méthodes modernes, il faudra vous y faire, là. Roger va alors perdre le peu d'influence qu'il exerçait encore sur la papauté en 1087. Quand Victor III meurt, c'est un Français, Eudes de Châtillon, qui est élu au trône de Saint-Pierre sans que Roger n'ait un mot à dire. Ce nouveau pape, on le connaît mieux aujourd'hui sous le nom d'Urbain II. La première visite chez les Normands, d'Urbain, ne sera alors pas à Melfi et chez les Hautes-Villes, mais bien chez les Drengo et chez les Capuani dès 1090. Roger sera alors la seconde visite, quelque part entre le 10 et le 15 septembre, à Melfi, entérinant pour de bon que pour la papauté, cette fois les protecteurs sont bien les Drengo de Capoue, et plus les Hautes-Villes de Melfi. Et Urbain, vous le connaissez certainement pour 2-3 actions qui vont se passer dans quelques années, mais son projet phare, c'est un peu le vivre ensemble et le retour à la paix. Du coup, une fois avoir vu les Capuani et les Melfitains, il se rend alors tout naturellement pour lui, le 30 septembre, à Bari, pour retrouver Bohémond. Comme ça, le message est clair de la part d'Urbain II. Il a certes confié le gonfanon et les insignes pontificales officiels à Roger Borsa, qu'il reconnaît comme le chef officiel de tous les Normands du sud italien, mais c'est bien chez les trois pouvoirs, chez Jourdain de Capoue, Bohémond à Bari et surtout Roger Borsa à Melfi, qu'il s'est rendu, histoire de rabibocher à peu près tout ce monde, pour faire un joli vivre ensemble, et surtout assurer sa sécurité vis-à-vis du Saint-Empire. Les trois hommes doivent s'entendre, il en va de la survie de la papauté. En paix, je veux bien, mais... amis ? Vous avez des amis, Callot ? Non. La paix est alors revenue parmi les Normands. La visite pontificale a fait son effet, et la plupart des pouvoirs normands, ne font plus de conflits entre eux. Mais à partir de novembre 1090, des troubles vont revenir. Faut dire que Jourdain Ier de Capoue casse sa pipe, et cette fois, les révoltes viennent du peuple. Les Lombards, les Italiens et les Byzantins vont se rebeller contre la plupart des pouvoirs normands. Roger Borsa appelle alors Tonton à l'aide, comme il est de coutume, mais cette fois, malheureusement, les deux Roger n'arrivent pas à étouffer la révolte. Roger Borsa est alors contraint à l'impensable, et va appeler à l'aide le troisième homme fort de la région, son grand frère, Bohémond. Entre mai et juillet 1091, Roger Ier va alors lever une immense armée, qu'il va diriger conjointement avec ses deux neveux, Roger Borsa et Bohémond. Si l'armée est levée par Roger Ier, elle est composée alors en forte majorité de troupes musulmanes qui vont donc taper sur des chrétiens pour le compte du pouvoir normand, ce qui fait tiquer un peu les pouvoirs chrétiens locaux. Mais passons. Toujours est-il qu'ensemble, ils arrivent alors enfin à prendre le dessus au courant de l'été. Ils mettent au pas Cosenza, qui s'était rebellé contre le duc, puis partent en fin d'année pour Oria, qui s'était rebellé cette fois contre Bohémond. Car oui, si dans les sources on mentionne souvent que Roger est dépassé par les événements, pour Bohémond, la situation est guère enviable. Il se prend également lui révolte sur révolte, et on trouve nombre de donations de Bohémond entre 1091 et 1092 à des monastères ou à des hommes d'église afin d'acheter la paix, et que si les locaux se rebellent, c'est contre le pouvoir ecclésiastique et non contre lui.
notamment à Bari et à Venosa. En fin d'année 1093, la région va alors s'enflammer cette fois pour de bon, parmi les Normands. Roger Borsa tombe gravement malade. On l'envoie à Melfi afin qu'il puisse se rétablir et se soigner, et sauf que là-bas, comme pas grand monde le voit, des rumeurs de la mort du duc commencent à voir le jour. Et Bohémond, évidemment, va en profiter. Il va commencer à répandre un peu plus les rumeurs, les confirmer, et voir comme ça quel baron serait prêt à le rejoindre pour soutenir son accession au trône ducal. La plupart des barons de Bohémond qui vont le soutenir viendraient alors de Calabre, probablement la région justement originaire des barons qui étaient fidèles à sa mère, qui dans les faits est toujours vivante puisqu'elle doit mourir quelque part entre 1111 et 1122, d'après les infos que j'ai pu trouver. Bohémond est alors sûr de lui, c'est son moment, plus rien ne peut l'arrêter. Il a des terres, il est populaire, charismatique, et en plus de ça, de nombreux barons veulent le soutenir. Même si Roger Ier voudrait s'opposer, Bohémond est prêt à en découdre cette fois. Roger Borsa est affaibli, les Normands de Capoue accepteraient de le soutenir, et du coup rien ne semble pouvoir arrêter Bohémond à accéder au trône ducal. Sauf que Bohémond n'avait pas venu voir quelque chose, c'est que justement dans la rivalité au trône, il y a un autre candidat qui voit le jour. Et non, c'est pas Roger Ier de Sicile, mais un certain Guillaume de Grandmesnil. La folie. C'est de la politique. Pendant qu'ils se battent, l'ennemi approche. En fait, il se pourrait qu'il soit déjà là. Guillaume, c'est pas n'importe qui. Il est arrivé dans la région aux alentours des années 1080. Il est le fils d'un des compagnons de Guillaume le Conquérant à Hastings. En plus de ça, il a participé à la bataille de Dyrrhachium, et c'est un candidat véritablement légitime au trône ducal. Sa cousine, c'est Judith d'Évreux, l'épouse de Roger Ier de Sicile, et sa propre épouse, est l'une des filles de Robert Guiscard. C'est donc le beau-frère de Roger Borsa, et donc un candidat légitime au trône ducal. En plus de ça, Guillaume de Grandmesnil est une sorte de Bohémond bis parmi les Normands. Il est assez charismatique, il a pas mal de pognon, il a un nom respecté parmi les Normands, et n'a pas froid aux yeux en termes de bataille. Le salut de Roger Borsa est alors encore une fois dû à Roger Ier de Sicile, qui cette fois va prendre les choses en main et sortir de son silence. Roger Ier va en effet dans un premier temps convoquer Bohémond. Il va lui mettre les idées au clair et lui expliquer qu'il faut qu'il arrête de se rebeller tous les 4 matins contre son demi-frère, puisque c'est la volonté de Robert Guiscard de faire de Roger Borsa le duc de Pouille. Si jamais il est pas content, c'est comme ça. En plus de ça, il va faire une petite tournée chez les barons calabrais qui ont soutenu Bohémond. Il va leur expliquer que c'est bien, de se rebeller contre le duc de Pouille, c'est un gros acte d'honneur, mais que avant de se rebeller contre le duc de Pouille et d'être des vassaux du duc de Pouille, ce sont avant tout des vassaux du comte de Sicile et de Calabre. Et ce comte, c'est lui. Donc s'il y a un problème, c'est avec lui qu'il faut le gérer. Une fois tout le monde mis au pas, Roger Ier va leur expliquer aux barons normands, à Bohémond, que pour lui, le danger principal, c'est pas les guerres intestines entre les Hautes-Villes, que ce n'est pas Bohémond, que c'est pas les barons rebelles, mais bien Guillaume de Grandmesnil, puisque l'Apulie, la Calabre et la Sicile ont une terre qui ont été fondées par des Hautes-Villes pour des Hautes-Villes. Il est hors de question qu'un Grandmesnil règne sur le duché de Pouille et sur la Sicile. Au début de l'année 1094, les Normands Hauteville arrivent alors à défaire le Grandmesnil, à Rossano. Guillaume est contraint de fuir l'Italie du Sud et part, comme la plupart des Normands, rejoindre la cour de l'Empire byzantin en tant que mercenaire, où Bohémond, on va le voir assez rapidement, ça aussi, sera probablement amené à le recroiser. Bref, toujours est-il que c'est à ce moment, d'après Jean Fleury, que Bohémond est enfin réalisé ce qui était inéluctable. Il ne sera jamais duc de Pouille, d'Apulie ou des Calabres tant que Roger Ier de Sicile sera là. Il est alors contraint de regagner son fief de Tarente, où il devra attendre, comme un vassau, les bonnes volontés de Roger Borsa. C'est là que vous crêchez? Parfaitement. Ah, mais c'est pimpant, hein, ouais. Et vous l'avez monté tout seul, le machin? Oui. Ah, c'est pas mal, hein. Pas mal, hein. Vous prenez pas trop la flotte, ça va? Non. En effet, bien que plus puissant, plus populaire, plus expérimenté, et probablement même plus riche que Roger Borsa, Bohémond l'a compris, tant que Roger Ier sera là, il ne sera jamais duc de Pouille. Roger Ier, quant à lui, est indétrônable, c'est un projet qui est même inenvisageable pour Bohémond, et Roger Ier est en fait le véritable homme clé du pouvoir sud-italien normand. Et ça, tout le monde commence à le comprendre. Bohémond a ses dépens, Roger Borsa, mais il en est bien content, mais également la papauté.
Urbain II va en effet commencer à envoyer de plus en plus d'ambassades à Palerme auprès du comte de Sicile. Après avoir eu comme protecteurs les princes de Capoue et les ducs de Pouille à Melfi, il semblerait que le nouveau chouchou du pape soit le comte de Sicile et Roger Ier. D'ailleurs, pour Bohémond, le salut viendra probablement de la papauté. On arrive alors en 1095 et Urbain II a commencé une tournée au sud de la Loire assez étrange où il promeut quelque chose qu'il appelle la croisade. Un projet qui consiste à arrêter les luttes intestines entre seigneurs chrétiens pour aller combattre les Turcs à Jérusalem. Cet écho des croisades commence alors à retentir pas mal en Europe occidentale, notamment chez les Francs. Au sud de la Loire, la plupart des Francs commencent à rejoindre alors des croisades populaires par des prédicateurs comme Pierre l'Hermite, et un peu plus au nord, les Normands sont aussi touchés par ce message. La plupart descendent alors pour aller rejoindre Jérusalem par la route habituelle, l'Italie, et ils s'arrêtent quelques jours pour avoir quelques contrats de mercenaires, histoire de faire un peu d'argent de poche, et commencent à parler alors de ce projet fou du pape, la croisade. Et c'est là que pour Bohémond, va y avoir une révélation. Pendant ce temps, alors que Bohémond voit l'arrivée de plus en plus de Normands dans la région, notamment dans le territoire qu'il contrôle, puisqu'ils vont partir depuis Bari pour aller à Jérusalem, il va se renseigner sur ce nouveau truc qui est appelé la croisade et les tenants et les aboutissants de tout ça. Toujours est-il qu'en même moment, au niveau de 1096 par là, Roger Borsa va appeler à l'aide son demi-frère dans un énième conflit, puisque cette fois, il a franchi une ligne rouge. Faut dire que la plupart des Normands tentent de garder le pouvoir au sein de leur propre famille pour éviter les révoltes. Ils contrôlent une myriade de populations et de cultures différentes, ne savent pas à qui ils peuvent avoir confiance, même au sein des autres Normands. Du coup, généralement, on confie le pouvoir aux frangins, aux beaux-frères, aux gendres, etc. Et sauf que notre ami Roger Borsa, on l'a vu, c'est le fils de Robert Guiscard, mais surtout de Sikelgaite de Salerne, une princesse lombarde. Roger Borsa a alors confié le pouvoir de nombreuses cités à des Lombards locaux, et ces Lombards vont se rebeller contre le pouvoir normand. En août 1096, la cité d'Amalfi se révolte alors contre Roger Borsa. Le duc de Pouille appelle alors son tonton à l'aide, comme d'habitude, et cette fois Roger Ier accepte, mais veut en échange la moitié de la cité d'Amalfi en récompense. Bohémond, quant à lui, participe également au siège, en qualité de bon vassal de son demi-frère. Et d'après les textes que j'ai pu trouver, c'est probablement lui qui a fourni le plus fort contingent en hommes, puisqu'on va le voir, il va avoir un léger impact lors du siège. Bref, c'est à ce moment, durant le siège d'Amalfi, que d'après le nouveau propagandiste officiel de Bohémond, l'anonyme normand qui a écrit l'histoire des croisades, que Bohémond a été touché par l'esprit de la croisade. Il a vu de nombreux Normands passer par là, avec des petites croix cousues au niveau de l'épaule, et lui ont parlé de la croisade, et Bohémond a été touché par l'Esprit Saint. Il aurait découpé son manteau en petites croix, les fait coudre sur l'épaule de ses hommes, et aurait rejoint ainsi les contingents normands, direction la croisade, pour libérer Jérusalem. Laissant alors planter là son oncle et son demi-frère, et comme il avait le gros de la troupe, la cité d'Amalfi a pu survivre au siège. Les deux Normands ont été contraints de replier les bagages, Amalfi reste indépendante. Et je m'en sors pas mal sur ce coup-là, moi, non? Bon, alors ça c'est mignon, c'est la version officielle, mais si vous voulez mon avis, qui est beaucoup plus terre-à-terre, pragmatique, et qui est aussi, je pense, honnêtement pas si faux que ça, il est probable que Bohémond ait entendu parler de tractation entre Roger Ier et Roger Borsa. Bohémond, qui a réalisé déjà il y a peu qu'il ne sera jamais duc de Pouille, doit réaliser maintenant qu'en plus de ça, il fournit de forts contingents d'hommes pour le compte de son demi-frère qu'il ne peut pas piffer, mais qu'il ne va rien avoir. Il aura quelques miettes au mieux, mais que là, il fait des conquêtes ou rétablit l'autorité de son demi-frère pour le compte de Roger Borsa qui aura les honneurs et les thunes, voire même de son oncle qui va récupérer Amalfi comme ça gratos, alors que lui n'aura rien. Du coup, quand il voit débarquer plein de Normands comme ça, qui sont soit des cadets de famille, des déshérités, ou des mecs qui n'ont aucune promesse d'avenir, partir pour l'Orient, qu'on lui vante l'avantage de ces terres à conquérir, l'appel de la croisade et de l'Orient semble bien alléchant pour le jeune Normand. Mais toutes ces perspectives d'avenir, vous vous en doutez, on les verra la prochaine fois. Le bisou. Merci à tous les membres de la chaîne, que ce soit sur Tipeee ou KissKissBankBank, pour la production de cette vidéo. Si vous aussi, vous avez envie et les moyens de soutenir mon travail, vous pouvez retrouver les pages de financement participatif en description. Vous pouvez aussi m'aider en téléchargeant l'application de quiz historique Chronica.
sur laquelle je bosse avec d'autres vidéastes d'histoire et qui est disponible gratuitement sur iOS et Android. C'est un moyen sympa et gratuit de me soutenir moi et tous les camarades. Si le cœur vous en dit bien sûr. Prenez soin de vous. Gros bisous.